Alors pour le cours donc, de mécanique, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de bases mathématiques qui sont dessus. Quand on va faire les déterminations de coordonnées donc, de vecteurs, position, de vecteurs vitesse et vecteurs accélération, on va toujours donc, se placer dans le système de coordonnées avec les abscisses et avec les ordonnées. Donc tout ce qui est vu sur la base mathématique, donc de calcul de normes, donc d'utiliser les vecteurs unitaires i, j et k. Il ne faut pas oublier, c'est vraiment à partir de maintenant où on va vraiment, enfin, tout comme en physique, voir l'utilité de ces vecteurs-là. Quand on a donc le vecteur position OM pour un point M qu'on va suivre quelque part dans une trajectoire à 2 dimensions, 3 dimensions, et bien en fait ce point il a donc des coordonnées donc qui sont donc l'abscisse, généralement c'est celle qui va vers le bas, on a ensuite l'ordonnée qui est celle représentée vers le haut pour un biplan, et puis sinon quand on travaille en 3 dimensions il y aurait la coordonnée Z. Et comme on est donc selon 3 vecteurs directeurs, I, J et K, eh bien en fait on va avoir le vecteur M qui va s'exprimer comme xi plus yj plus zk. Quand on veut calculer maintenant la vitesse et représenter le vecteur vitesse, eh bien pour donner la vitesse, c'est-à-dire qu'on parcourt une distance par rapport au temps. Et étant donné qu'on parcourt une distance par rapport au temps, on fait surtout la variation, un delta x, delta y, par rapport à un delta t, une variation du temps. C'est-à-dire qu'on fait la position de où on est arrivé, finale, par rapport à la position initiale. Et comme on a donc une variation, qu'on ne veut pas donc des variations très grandes, on ne veut pas des vitesses moyennes, on veut toujours des vitesses très petites, instantanées, et plus on cherche à être le plus proche du point, plus il nous faut des segments les plus courts. Et le seul moyen d'arriver sur les segments les plus courts, c'est de prendre ce qu'on appelle les variations infinitésimales. Ces variations infinitésimales, c'est la fameuse notion de dérivée. Donc lorsqu'on va prendre une notion de vitesse, la vitesse, c'est donc dx sur dt pour la vitesse en x, dy sur dt pour la vitesse selon y, et s'il y avait une troisième coordonnée en z, ce serait le dz sur dt. Ce qui veut dire que nos coordonnées, x, y, z potentielles, sont ce qu'on appelle les équations horaires, elles dépendent du temps. Et c'est bien le temps qui sera la variable. Donc lorsqu'en mathématiques on fait d'ordinaire les dérivées par rapport à x, ou par rapport à y, mais ici on fait les dérivées par rapport au temps. Et en fait, le système de dérivées, avec toutes ses valeurs et ses applications, sont exactement les mêmes avec les mêmes règles. Simplement, on va changer les lettres par rapport à l'application. Et puis enfin, on va travailler aussi avec la notion d'accélération. Lorsque je vais accélérer, c'est que j'augmente ma vitesse ou je diminue ma vitesse. Donc, j'ai bien une variation de vitesse, delta V, par rapport à un certain temps d'application, un delta t. Mais moi, encore une fois, je veux que ces variations de vitesse soient les plus petites possibles. Donc, on veut des variations de vitesse infinitésimales. Donc, non pas des delta, mais des d, des toutes petites vitesses variées. Donc, on va voir donc, la notion, encore une fois, de dérivée. Donc, l'accélération, c'est bien la dérivée de la vitesse, petit d sur dt, de v. Et encore une fois, donc on va avoir d de vx sur dt, d de vy sur dt et d de vz sur dt pour avoir les trois coordonnées d'accélération, ax, ay, az. Et étant donné que la variation de vitesse était une dérivée, eh bien je fais la dérivée d'une dérivée. Donc la dérivée d'une dérivée, c'est la dérivée seconde. C'est pour ça que les accélérations, on en parle donc de dérivée seconde de chaque position de coordonnées. Le calcul des intensités de chaque vecteur, vecteur position, pour la longueur de la position, la longueur du vecteur OM, émettant le point que l'on suit, la longueur du vecteur vitesse, qui donnerait l'intensité du vecteur vitesse, autrement dit sa vitesse V. Et encore une fois aussi l'accélération, on aura donc la même application, puisqu'on peut avoir un vecteur accélération, donc on pourrait calculer aussi la valeur de l'accélération A. Il faut appliquer donc le système de norme d'un vecteur, sachant que la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée, et on ouvrira les parenthèses, de toutes les coordonnées élevées au carré en addition. Pour un mouvement circulaire, lorsqu'on travaille sur une trajectoire circulaire pure ou bien une trajectoire elliptique, on se réfère à ce qu'on appelle la base de Freinet. La base de Freinet nous amène à considérer que le point qui se tramène sur la trajectoire suit donc deux vecteurs unitaires qu'on appelle le vecteur t, le vecteur tangentiel, et le vecteur n qui est le vecteur normal. Ces vecteurs unitaires, en fait, ce vecteur tangentiel, il permet donc de faire correspondre au fait que voilà, sur un élément qui tournerait un petit peu comme une fronde, si on le lâche en un point donné, eh bien l'objet prend la direction de la tangente. Ce pourquoi, c'est parce qu'à cet endroit-là, il est pourvu donc d'une vitesse, la vitesse tangentielle, et comme j'ai une vitesse, je peux avoir aussi une accélération, donc je vais avoir une accélération tangentielle. Et dans la base de Freinet, il y a une autre caractéristique, c'est qu'il y a donc une accélération qui est dirigée vers le centre de rotation. Ce centre de rotation
a donc une accélération qu'on appelle radiale ou une accélération normale. Et l'accélération globale sera donc l'addition de cette accélération tangentielle et de l'accélération normale. On a donc deux formules pour deux types d'accélération. L'accélération tangentielle, c'est dv sur dt, du vecteur tangentiel, et l'accélération normale, c'est v carré sur r étant le rayon de rotation du système. Alors le centre d'inertie, pour un objet qui est surtout un déformable, donc une mécanique du solide, on aime bien utiliser ce centre d'inertie parce que c'est le point dont la trajectoire est la plus simple à suivre. Pour un objet de forme quelconque, le centre d'inertie, c'est le point de répartition de la masse de l'objet total selon la masse de chaque point considéré dans sa géométrie. Alors il y aura une formule un peu compliquée à comprendre pour le niveau terminal. Ceci dit, ce qu'il faut juste retenir, c'est que qu'importe la forme de l'objet, on se placera toujours sur un point précis de la situation, qui va regrouper toute la masse de l'objet en un seul point, de manière à suivre simplement la trajectoire de ce point en imaginant que ce soit tout l'objet concentré dessus. Dès lors, par rapport au centre d'inertie, on va pouvoir revenir avec ce qu'on appelle les trois lois de Newton. Alors pour ce qui est des trois lois de Newton, déjà vu depuis la classe de troisième de manière intuitive, on commence aussi après en seconde à vouloir vraiment les détailler, puis après en classe de première spé, et en terminale, on fait vraiment l'utilisation complète. La première loi de Newton, alors c'est celle qui est exposée pour le principe d'inertie. C'est celle qui nous dit que si la somme des forces appliquées sur mon système, donc mon objet considéré, si la somme des forces qui s'applique est une résultante nulle, donc égale 0, il y a deux possibilités pour l'objet. Soit l'objet est immobile, soit l'objet est animé d'un mouvement rectiligne de vitesse constante, donc il avance toujours à la même vitesse. La deuxième loi de Newton, elle propose en fait de dire que si la somme des forces n'est pas égale à 0, donc c'est-à-dire que s'il nous reste une force résultante, donc il nous reste une variation de force à l'intérieur, eh bien c'est parce que l'objet n'est pas animé d'une vitesse uniforme, et donc il est pourvu donc, de ce qu'on appelle une accélération, des vitesses qui varient. D'où alors donc la relation que la somme des forces est égale à ma, m masse du système considéré, et a l'accélération de l'objet. Troisième loi de Newton, c'est ça qui est, on appelle ça communément action-réaction. C'est-à-dire que si un système A applique une force sur un objet B, alors B applique la même force sur A, avec simplement comme variation le sens inverse, ce qui en vecteur se traduit par force de A sur B égale moins la force de B sur A. La norme restera la même, la direction restera la même, il n'y a que le sens qui change. On va essayer d'expliquer de manière succincte mais assez précise le mouvement d'un objet qui est soumis à un champ de pesanteur, donc uniquement au champ G, ce qu'on appelle la gravité. Prenons l'exemple d'un objet qui chute libre, verticale, donc un objet de masse m. En imaginant donc de manière purement de construction intellectuelle que l'objet est dans le vide, donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de résistance de matériaux en plus. La seule force qui va s'appliquer au système, c'est son poids. Donc comme on a donc que le poids, la somme des forces est égale à P, donc sur une résultante qui est différente de 0, on va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Comme on applique la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces est égale à masse fois accélération. Donc le poids P est égal à m fois l'accélération. Tout ça en termes de vecteurs. Selon le repère considéré, donc avec les axes qu'on va vous donner, eh bien cette équation va se transformer en P égale ma ou P égale moins ma. Le signe moins donc traduira finalement l'orientation selon l'axe. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la formule du poids, donc P est égal à m fois g, masse fois la gravité, donc l'intensité de pesanteur. Et en mettant donc les deux équations en relation, on en revient donc à trouver que l'accélération de ce point, qui est en chute libre, et c'est l'accélération a, est égale à g, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur qu'on appelle la gravité. Comme on a donc la valeur de la gravité, moyennant non pas maintenant des dérivées, mais ce qu'on appelle des primitives, c'est-à-dire qu'en remontant finalement l'équation horaire, on va pouvoir retravailler donc la notion de vitesse et d'accélération. Et surtout la position. L'accélération, c'est dv sur dt. Quand je vais prononcer donc, c'est par rapport à la dérivée. Ce qui veut dire que maintenant qu'on a trouvé g, on peut donc écrire que dv sur dt est égal à g. dv, c'est donc égal à g fois dt, puisqu'on peut transformer ce système de dérivée par rapport à un nombre rationnel. Et moyennant la primitive, on sait que le calcul pourra nous amener donc à ce que la vitesse v soit égale
a moins g fois t, plus une constante. La constante sera déterminée par rapport aux paramètres initiaux de la vitesse entre les temps t et t0 qu'on va lui donner. Maintenant qu'on connaît donc notre vitesse, qu'on sait aussi que notre vitesse c'est dx sur dt, on met tout ça donc encore dans une seconde équation. Donc on va avoir comme équation que dx sur dt est égal à moins vt plus la constante. On fait le système d'intégration et à g fois t plus une constante. Et on revient donc au système donc, de primitive qui nous amènera donc à ce que la coordonnée x sera égale à moins 1 demi g fois t carré, plus la première constante fois t, plus une seconde constante d'intégration due aux conditions initiales de l'intégration.